Ça faisait un moment déjà que je voulais inviter Adrien Méniel dans Qui sont ces gens, parce que d'abord ce qu'il fait en tant qu'auteur est très drôle et plutôt très intelligent, mais aussi parce qu'il est directeur artistique à Golden Moustache et je voulais qu'il nous explique en quoi ça consiste exactement et comment on fait pour coordonner des créations humoristiques sur le web aujourd'hui, et puis qu'il vous raconte son parcours aussi. Peut-être que vous le connaissez du temps où il faisait des strips, des BD signés AK. Au début vous pensiez peut-être que ce pseudo était banal, mais lorsque cet homme va vous expliquer, vous allez vous en décrocher la mâchoire. Le 21e Qui sont ces gens, c'est le top des 75 plus incroyables minutes avec Adrien Méniel. La 38e va vous faire pleurer. Je suis directeur d'écriture, c'est-à-dire que c'est moi qui dirige les réunions d'écriture des sketchs. Voilà, le but final, c'est de valider un sketch pour l'envoyer en tournage. En gros, d'essayer d'accompagner les auteurs pour faire la meilleure version possible du sketch qu'ils ont envie de faire, quoi. Ça se traduit comment? Ça veut dire que tu corriges des vannes, tu arrives à quel processus exact? Ils te filent un brouillon fini, par exemple, une première version? Ou est-ce que tu leur donnes des pistes ou Ça dépend, en fait. Déjà, moi, généralement, c'est des propositions. Ce que je fais, j'impose rien. Si quelqu'un tient vraiment à une vanne et que moi, je la trouve pas bien, c'est au final quand même l'auteur qui a la décision à la fin de la garder ou pas, quoi. Je veux pas dire celle-là, cette vanne elle dégage, à moins que ce soit un truc, si c'est une vanne raciste complètement scandaleuse, évidemment que je mets un veto, mais ça n'est jamais arrivé, je précise. Mais oui, c'est dire par exemple cette blague, je pense qu'il y a mieux à faire que cette blague-là. Après les auteurs décident ou pas de porter de l'intérêt à mon avis. Généralement ils le font, donc c'est bien. Mais non, c'est d'essayer d'améliorer, de dire cette vanne là c'est un peu la même que celle qui a été faite une minute avant. Celle-ci elle est un peu facile, celle-ci il y a peut-être plus drôle à faire, celle-ci elle est un peu longue parce que le rythme, etc. Donc c'est tout vraiment essayer de les diriger pour qu'ils fassent la meilleure version de leur sketch à eux, quoi. Quoi qu'il arrive, ça reste assez subjectif parce que c'est mon avis sur ce qui rend un sketch mieux. J'essaye parce que il y a quand même des critères objectifs qui font qu'une vanne ou qu'une histoire est mieux de telle ou telle façon. Donc j'essaye de me cantonner à ça et de pas essayer d'imposer mon goût trop, même si au final c'est quand même la seule chose à laquelle je peux me fier. Généralement, ce qu'on fait en réunion, c'est je demande aux auteurs s'ils ont une idée, juste une idée ou une envie de sketch qui est pas encore aboutie, qui est pas encore développée. Généralement, ils disent moi je voudrais faire un sketch sur ceci, cela. En gros, l'étape où les auteurs disent leurs idées qui sont pas encore développées, c'est l'occasion de dire non, en fait ça a déjà été fait, c'est pas la peine. Mais c'est aussi l'occasion de dire, et c'est la partie cool du boulot, c'est de dire oui, c'est marrant. Là, il y a un début de brainstorm qui commence avec tous les auteurs. Et généralement, quand tout le monde donne des idées, tout le monde donne sa vision du thème, etc., il y a déjà un squelette de sketch qui se forme. Et donc là, l'auteur, il repart avec cette idée à la maison. Il écrit une première version et qu'il lit ensuite en réunion la semaine suivante, quoi. Et donc, il est avec sa première version. Et là, c'est aussi bien moi que les autres auteurs qui fait des retours sur le texte et dire cette vanne je suis pas convaincu et etc., quoi. Il y a 1000 sketchs à faire sur un thème. L'idée c'est pas de faire tu devrais plutôt faire un sketch où le mec au lieu de marcher sur une peau de banane, en fait il ramasse la peau de banane et puis il fait un site internet sur les peaux de banane. C'est toujours un sketch sur les peaux de banane, mais c'est plus le même sketch, quoi. Voilà, le but c'est de lui dire écoute, si c'est le sketch que tu veux faire, allons tous dans ta direction, faisons en sorte que ce sketch-là soit le meilleur possible, quoi. Alors, il y a deux trucs en fait là-dedans, c'est que d'abord un sketch, quand on voit un sketch Golden Moustache, c'est qu'il y a toujours un nom d'auteur qui va avec, c'est quelqu'un qui l'écrit, mais en fait ce que tu dis c'est qu'il y a toujours, c'est que tout le monde, tous les auteurs participent un peu à sa gestation. C'est-à-dire que quand on a l'idée, si j'ai bien compris, vous voyez tous les auteurs et tous les auteurs donnent leur avis sur le sketch. Donc ça reste collectif un peu. En fait c'est le principe d'une salle d'auteur, quoi, c'est-à-dire tout le monde donne son avis. Après, comme je disais, c'est la décision finale, elle revient à l'auteur de toute façon. Il peut dire que toutes les propositions qu'on lui a faites sont nulles et il reste sur son idée à lui, quoi, ou ses idées à lui. Mais comme la décision de produire le sketch ou pas me revient,
c'est vrai que vaut mieux faire le sketch qui me plaît. Donc il y a toujours une histoire de compromis à faire. Mais j'ai l'impression que ça se fait jamais dans la douleur dans les sketchs. Donc je suis très content de ça. Il n'y a pas eu de gros différends vraiment clivants. Toujours retrouvé à la fin. Non, en termes d'écriture, pour moi, c'est l'auteur qui décide, sauf si ça n'est jamais arrivé, mais si vraiment une blague, je dis c'est pas possible, c'est un truc sexiste ou qui véhicule une idée horrible ou un truc comme ça, je dis non, cette phrase-là, c'est non, quoi. Enfin, cette blague-là, non. Après, si c'est juste, je suis pas d'accord avec un auteur sur ce qui est plus drôle, c'est son avis qui prime, quoi. S'il dit non, moi je trouve ça plus drôle comme ça, je dis ok. Après, le truc, c'est que moi, un sketch que j'estime pas marrant, je le valide pas, quoi. Je dis, il part pas, il est pas fait, quoi. Mais sur des détails d'une blague, c'est quand même l'auteur qui décide, quoi. Enfin, c'est vraiment un équilibre à trouver, parce que je veux rien imposer, mais c'est quand même à moi que revient la décision de faire les sketchs ou pas. Oui, et donc, faut que je les trouve. J'imagine qu'en plus l'image de Golden Moustache dépend aussi de toi, ce que tu vas décider, et que t'es l'intermédiaire entre en fait le collectif Golden Moustache et l'auteur en lui-même. Voilà, je suis garant de l'image de Golden Moustache, disons. Après, comme on essaye d'entretenir une image de justement un groupe qui expérimente beaucoup de choses en choses différentes, j'ai pas de problème à valider un sketch qui est radicalement différent de ce qu'on a fait avant. Je pense que c'est très subtil. Je pense je pense qu'il y a quand même un esprit. Pour moi, si c'est une bonne idée, c'est ce qui est important. Pour moi, si c'est un truc qui est cliché, machin, déjà vu, paresseux, ça m'intéresse pas, quoi. Après, il y a pas un style, il y a pas de format imposé. Pour moi, l'image, c'est juste l'image de gens qui ont des bonnes idées et qui ont envie de faire des choses. Voilà. Par contre, tu parlais de critères objectifs quand tu juges un sketch. C'est quoi? Parce que on a tendance à penser que l'humour est quelque chose de profondément subjectif, même quasiment exclusivement subjectif. C'est quoi les critères objectifs quand tu fais un sketch? Surtout quand tu parles de l'humour. En termes d'humour, je sais pas s'il y a vraiment des critères universels de la bonne blague. Il y a sans doute des trucs et je suis sans doute pas encore un assez bon humoriste pour les avoir dans ma besace. Mais en termes de narration, en tout cas, ça clairement, il y a des trucs. Une histoire, elle tient debout ou elle tient pas debout. Donc ça, c'est comme malgré tout, c'est quand même c'est des histoires qu'on raconte généralement. C'est pas des blagues carambar, quoi. Voilà, il y a clairement et en plus, enfin, la particularité de ce qu'on fait nous, c'est que c'est généralement des histoires à vocation humoristique, dans le but de faire rire les gens. Donc généralement, c'est il y a les critères la structure d'une histoire de base qui s'applique, c'est-à-dire la mise en place, le développement, la conclusion. Sauf que là, en plus, il faut une chute. C'est pas en fait, c'est une discussion que j'ai parfois avec les auteurs. C'est ton sketch, il est bien, mais t'as une fin, mais c'est pas une chute. C'est-à-dire qu'il y a une fin, ça conclut l'histoire, mais normalement, un sketch, tu finis sur un rire, quoi. C'est genre, boum, t'as le gros rire ou le gros twist marrant de fin qui idéalement, soit remet en question tout le concept de la vidéo, soit justement l'appuie, met le dernier coup de marteau dans le clou. Mais parfois, c'est juste une fin. Je dis, le sketch est bien, il y a une fin, mais c'est pas une chute. Donc c'est là où ça se distingue de un sketch une histoire pas humoristique. C'est que, voilà, faut une chute, généralement. C'est mieux, quoi. T'as des bons exemples de chutes en tête? Oui, j'en ai un. Ok. Alors, j'ai justement un sketch de Key & Peele. Alors que je vais spoiler, donc désolé, moi je hais les spoilers, donc si vous avez pas vu, en plus, il y a moyen de... Alors, je spoil 2 trucs en racontant, en plus. Parce que c'est une parodie de Usual Suspect, qui est le film spoilable par excellence. Et en plus, je vais spoiler le sketch. Mais donc, si vous avez pas vu Usual Suspect, ni le sketch de Key & Peele qui en parle, bouchez-vous les oreilles. Donc, en gros, c'est un sketch qui parodie l'interrogatoire de Usual Suspect. Ouais. Donc, le principe, c'est que... Bon, en gros, le déroulement du truc, c'est que il y a le flic qui interviewe un malfrat et il lui dit, allez, dis-moi le nom du mec. Et en gros, il lui dit, le mec s'appelle Cat Branchman. Et le mec est genre, il se retourne, il regarde derrière lui, il y a un poster d'un chat accroché à une branche.
Il dit, ok, tu fais le truc ou tu regardes les trucs derrière moi et tu inventes des trucs, mais arrête, j'ai compris ton manège et tout. Et le mec, en fait, tout le sketch, c'est-à-dire que le mec persiste à utiliser le même poster, il invente des noms ridicules. Donc ça, bon. Raconter comme ça, c'est pas marrant. Moi, c'est un sketch qui me fait mourir de rire. Ce type qui persiste à utiliser le poster de chat derrière pour créer des noms, donc c'est ridicule. Donc le flic dit, il dit des trucs genre I'm too old for this shit et tout ça. Il fait sortir je sais plus la chute exacte, mais en gros, à la fin, le mec qui était interrogé se fait sortir par d'autres flics et il regarde et il voit que derrière lui, il y a un poster où il y a t'as un mec il dit aussi I'm losing my patience, le flic dans l'interview. Et à la fin tu te rends compte qu'en fait derrière le mec qui se fait interroger il y avait des posters et tu vois genre t'as un médecin en train de hausser les épaules, il y a écrit I'm losing my patience. Il y a un mec assis sur des chiottes, il y a marqué I'm too old for this shit, tout ça, et tu te rends compte qu'en fait le flic aussi utilisait les posters derrière pour faire son interrogatoire. D'accord. Donc ça c'est vraiment une super chute, dans le sens où ça retourne tout le concept de la vidéo sur la tête, ça l'utilise pour remettre en question tout ce que t'as vu avant, quoi. Donc stylistiquement, une bonne chute, c'est un élément de fin qui te fait revoir complètement l'ensemble de la vidéo, quoi. Idéalement, quand t'as une vidéo qui est basée sur un concept que tu déclines pendant tout le truc, si ta chute, elle arrive soit à le remettre en question complètement, soit justement mettre un point final et dire ok, c'est le gros truc de fin c'est bon, on a complètement trait la vache jusqu'à la dernière goutte, c'est dégueulasse comme je me suis écœuré moi-même avec cette analogie, mais c'est bien, quoi. C'est le point final, le gros, et c'est pas un petit point final, c'est le gros point final voilà. Okay. Et pourtant, est-ce qu'on peut faire une bonne vidéo courte sur internet avec pas de chute? Ou est-ce que c'est un autre genre, ou comment ça se passe? Une bonne vidéo humoristique, tu veux dire? Non, en fait, j'ai fait le sketch Victime Express. Alors là, c'est le format qui me donnait la liberté de pas faire de chute parce que c'était sous la forme d'un infomercial. Là, par exemple, il y a pas de chute. C'est juste, il y a un concept que je développe pendant tout le truc. Mais c'est une parodie, en fait. C'est une parodie, voilà. Donc après, les parodies, généralement, c'est mieux qu'il y ait une chute. Mais comme là, c'est le format qui est parodié. Enfin, il est même pas parodié, il est repris. Je reprends exactement les codes. Et donc, du coup, si j'avais fait une chute, ça aurait été plus bizarre, en fait, parce que un infomercial, il y a pas une chute à la fin. Il y a juste le mec qui dit, appelez-moi, c'est super, et voilà mon logo, quoi. Donc, en gros, justement pour rester dans la parodie, mais en fait, il y a deux sortes de parodies. Il y a la parodie où on va détourner les codes. Et la parodie où on applique les codes à la lettre, mais c'est le propos qui du coup va créer le décalage, en fait. Donc c'était le cas pour Victime Express. Du coup, si j'avais fait une chute, c'était bizarre, en fait, parce que là je sortais du format complètement. Par contre, juste t'as dit que donc dans le processus de création de sketch pour Golden Moustache, donc il y a une idée qui est soumise. Après, il y a une semaine de battement avant le premier brouillon. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comment ça se passe après? Comment un sketch est créé? Alors, une fois qu'il y a la première version, on fait des retours. On dit, on fait des remarques sur ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Et l'auteur, il repart avec sa première version chez lui. Et il revient la semaine d'après avec une version remaniée. On refait des retours. Et en gros, jusqu'à ce qu'on dise, bon, là, c'est bon, le sketch, il est bon, c'est bon. Et ensuite, le texte est validé. Moi, j'ai des réunions hebdomadaires pour dire là on a tel sketch qu'on peut faire dans la prochaine session de tournage, parce qu'on fait des sessions à peu près tous les mois où on tourne pendant 4-5 jours, plein de sketchs d'un coup. Donc moi je dis voilà, là en réunion la dernière fois on avait ce texte, il est abouti, on peut le tourner, etc. Et ensuite ça passe dans les mains de la production, qui eux sont chargés de le rendre concret, en fait, c'est-à-dire de trouver le lieu, de trouver tout ce qui fait que quand on va mettre en marche la caméra, il y aura tous les éléments qui font que concrètement on verra ce que l'auteur avait en tête quand il a écrit son truc, quoi. D'accord. Et après on le tourne. Voilà. Plus le montage, donc après plus le montage, le mix audio et aussi, donc moi je suis aussi sur le tournage. Alors je prends surtout pas la place du réalisateur, mais
quand j'ai une remarque, je la fais au réalisateur en disant ce sera peut-être marrant si plutôt de dire non 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 non. Il disait non 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 non. Il fait ouais, bon, on a qu'à l'essayer comme ça ou pas d'ailleurs. Le réalisateur peut dire non et pas de problème. Je suis aussi là pour éventuellement soumettre des idées parce qu'il y a toujours des idées qui viennent sur le tournage. Donc là dire bah si on la tentait comme ça machin. Et je suis aussi là sur le montage, c'est-à-dire qu'il y a pareil que les textes, il y a une première version du montage, on me le montre. Je dis là faut rajouter une seconde, là c'est là cette blague là finalement elle nous faisait rire mais elle marche pas donc faut la virer. Cette blague là elle est drôle mais elle casse complètement le rythme de la vidéo donc on la vire même si elle est marrante. Donc il y a une relecture du sketch aussi sur le tournage ou au montage quoi. Ouais. En permanence en fait le texte est retravaillé jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier moment on n'est jamais sûr. Enfin c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez expérimenté mais je pense pas. Pour avoir vu des trucs, quand j'ai vu que dans Abyss, je sais pas si t'as vu. Non. Enfin, ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est pour montrer à quel point, même au plus haut niveau, même au plus haut niveau, c'est complètement à l'arrache, et du coup, ça nous fait tomber la pression un peu sur ce qu'on fait. C'est que dans Abyss, c'est Michel et Michel de Allociné tu connais. Ouais. Donc pour ceux qui savent pas, c'est deux personnes qui font des vidéos où ils montrent toutes les les incohérences, les trucs, les bizarreries sur qui sont dans le film fini quoi. Et les faux raccords, etc. D'ailleurs l'émission s'appelle Faux raccords. Quelle bonne coïncidence. Voilà, insolite. Étonnant. Dédicace Patrick Beau. Et il montre qu'en fait, à un moment il y a une scène donc il y a une espèce de caisson qui est immergée quoi. Enfin inondé plutôt, et il y a les protagonistes qui sont en train de marcher, etc. Et puis ils disent ah vous avez vu là? Bah non, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, on rembobine. Il fait regardez bien, il y a un technicien qui nettoie la caméra pendant la prise. Et en fait c'est vrai qu'effectivement quand tu regardes bien, au premier abord tu crois que c'est une espèce de truc qui passe devant la caméra. Si tu regardes bien, c'est vraiment un chiffon, le mec il nettoie l'objectif pendant que ça filme. Et c'est dans le film au final. Ce qui veut dire que les mecs, donc déjà le type a géré son matos pendant que ça enregistrait, et au montage ils l'ont vu, c'est bien, ça donne un... En fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'ils se sont pas dit c'est bien, mais soit ils se sont dit bah on n'a pas d'autre prise par exemple, tu vois, on en a une, c'est ce qui nous arrive à chaque fois, tu vois, on fait ah merde, elle est pas bien la blague, enfin elle est pas bien servie la blague, on a une autre prise, ah non on n'avait pas le temps, on a fait qu'une prise, bon on met ça, ou là, et donc et je me dis ce genre de truc, visiblement, ça arrive au plus haut niveau, quoi. C'est-à-dire qu'au moment du montage, les mecs vont se dire, on a cette prise, c'est la mieux, ou c'est la seule qu'on a. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a un mec qui nettoie l'objectif pendant, ils ont dit, ça passe. Et effectivement, ça passe parce que personne remarque, quoi. Ah oui, c'est clair. Mais en gros, c'est pour dire que jusqu'au montage, même, tu te dis, rien n'est fini, quoi, tu vois. Tu vois que c'est une main, vraiment? J'ai pas vu cette scène, on la mettra dans les commentaires aussi, mais... Une fois que tu le sais, tu fais oui c'est une main, mais enfin tu vois clairement, en fait au début tu te dis c'est un truc qui passe dans la caméra, puis en fait une fois que tu le sais tu fais non, le mouvement est quand même a l'air d'être quand même contrôlé, c'est pas juste un truc qui virevolte aléatoirement, tu vois. Mais c'est pour dire que voilà, jusqu'au dernier moment tu fais, il y a des imprévus, il y a des trucs, tout ça. Mais c'est pour dire que même dans ce qu'on fait, même une blague qui fait rire tout le monde en réunion, on la filme, on la met dans le sketch, et on fait Ça vous arrive souvent, ça? Vous avez vraiment vu des... Ça arrive pas souvent, mais un truc, par exemple, je sais qu'il y a un sketch qui s'appelle La Routine, de Léa Camilleri, qu'on a fait au début de... C'était cet été ou à la rentrée? Non, c'était cet été, je crois, qu'on a sorti. Et il y a une séquence où il y a plein d'émotions personnifiées qui ouvrent la porte. Ouais. Et normalement, il y avait un gag, c'était au milieu, il y avait un type couvret qui disait c'est le plombier, je viens réparer je sais plus quoi. Et c'était d'ailleurs moi, c'était ma seule scène du sketch, j'étais venu et pour faire je suis le plombier, machin. J'avais passé l'après-midi, bon bref. Et j'étais aussi donc directeur artistique, et au montage, on regarde le truc, et ça faisait marrer en fait quand on le lisait en salle d'auteur. C'était marrant. Sur le tournage, j'avais une gueule de con, machin, ça faisait rire, mais quand tu regardes dans le montage, j'ai dit désolé, faut m'enlever parce qu'en fait on casse le rythme. Ça marche pas, quoi. C'est pas aussi marrant que la séquence seule est drôle. Enfin,
elle marche, elle est drôle aussi hein, avec la répétition. Mais je veux dire, si on voit ma gueule, je faisais une gueule de con, enfin voilà, un sourire de blaireau, c'est marrant, mais en fait, faut l'enlever même si c'est marrant en fait. Et donc ça arrive de temps en temps quoi. C'est pas souvent, mais parfois il faut prendre la décision de virer un gag qui est drôle parce que il fonctionne pas pour d'autres raisons. Donc ça, une fois que le sketch est monté, est-ce qu'il est validé après en dernière instance avant d'être mis sur internet, ou est-ce que c'est bon, tout est prêt, feu, c'est... Tu veux dire, est-ce qu'il y a une validation après la mienne ? Ouais. Non. Donc c'est toi qui dis, ok, go, ce sketch est bon, on l'envoie. Ouais. Et des fois, ça arrive de reprendre le montage, genre vous faites un premier montage, tel que, mettons, il était prévu sur le truc, et en fait, ça colle pas, il faut revoir des trucs, et finalement, est-ce que ça arrive que le rendu final soit très différent de l'idée que pouvait en avoir l'auteur de l'idée de son premier jet, deuxième jet, même de son papier final? Alors j'ai pas de souvenir moi d'avoir fait ça. En revanche, c'est une anecdote, c'est une petite digression, mais il y a un auteur réalisateur qui s'appelle David Wayne que j'aime beaucoup, et il a sorti un film là récemment qui s'appelle They Came Together. Et c'est un spoof, une parodie de comédie romantique. Ok. Et au départ, c'était juste une comédie romantique, parodie machin. Et le mec il a fait une première impression de son film, bide en salle, bide. Le mec froide et tout, genre merde, qu'est-ce que c'est tout. Et en gros, il a réécrit c'est-à-dire que maintenant, le film tel qu'il est au final, ça commence par un couple qui est en train de dîner avec un autre couple. Il raconte ah mais vous, on vous a déjà raconté comment on s'est rencontrés? Non. On passe dans la parodie de comédie romantique et de temps en temps on revient sur le couple qui discute. Ce côté le couple qui discute etc. n'était pas dans le premier montage. Ouais. Donc il tourne ces séquences de dialogue des deux couples en une journée quoi. Il refait le montage. Et là, le film fait marrer les gens, ça fonctionne, etc., etc. Et en gros, là, c'est l'exemple de trucs qui la forme a complètement changé par rapport au truc. Des flashbacks, juste à cause des flashbacks. Et en fait, l'explication que donne le mec, c'est que il y a des gens qui prenaient ça trop au premier degré. Ah, d'accord. Ils disaient mais c'est bizarre, tu vois. Et en fait, c'était juste ces petites séquences permettaient d'installer le côté ça va être des conneries, c'est bon, c'est pas un vrai truc. Et du coup ça marchait mieux quoi. Le film a marché quoi. Le but c'est jamais de plaire à tout le monde parce que c'est le meilleur moyen de faire un truc pas bien et en plus c'est impossible. Donc clairement ça ne plaira jamais à tout le monde. Le but c'est toujours de plaire au plus grand nombre possible compte tenu du type d'humour qu'on va mettre en place dans la vidéo. Par exemple, je pense Le Cadeau de Vincent Tirel, qui est un humour, c'est très spécifique, ça plaît pas à tout le monde. On le voit dans les commentaires. Il y a des gens c'est soit les gens disent c'est du génie, soit les gens disent c'est quoi, il y a rien, il y a pas de blague quoi. C'est juste vous avez fait un montage, vous avez fait n'importe quoi. Donc clairement, là c'est l'exemple le plus clivant quoi. C'est que vraiment, si on s'était dit il faut que ça plaise à tout le monde, on l'aurait jamais fait quoi. En fait, le danger, c'est que des gens qui potentiellement aimeraient cette blague ne rient pas parce qu'ils l'ont pas compris. Le but, c'est pas de faire en sorte que la blague plaise à des gens qui aiment pas cet humour-là, mais c'est que les gens qu'on vise, il faut que le maximum de ces gens-là comprennent la blague. Et en fait, c'est là où c'est toujours un équilibre très difficile à avoir, c'est que si t'expliques trop une blague, elle devient plus drôle. C'est ça. La blague ultime, c'est celle que tu dis pas et c'est le spectateur qui se la fait dans sa tête. Pour moi. C'est, tu suggères un truc et le mec se dit, ah oui, c'est parce que, non, et tu rigoles parce que, en fait, t'as compris ce que le personnage se dit dans sa tête à ce moment-là. Enfin, en revanche, ce genre de blague, tu peux passer, il y a beaucoup de gens qui peuvent passer à côté. Donc le but c'est que tout le monde expliquer sans basculer dans le côté on a trop expliqué et c'est plus marrant quoi. Donc c'est parfois
de dire bah là faut peut-être que tu rajoutes juste une phrase où il dit ça et comme ça les gens comprennent que il parle de telle chose, tu vois. Enfin c'est des trucs très. Donc c'est ça les critères objectifs quand toi tu interviens sur un script, c'est parfois travailler là-dessus aussi. Je pense qu'on a mis le doigt dessus, justement. Je disais ça me venait pas en tête tout à l'heure. Je pense que ça c'est un bon exemple. C'est le truc. Faut que les gens comprennent, faut que ce soit clair le plus possible, mais sans porter atteinte à la subtilité éventuelle de la blague, quoi. Voilà. C'est ça. François Morel a sorti un bouquin il y a pas très longtemps dans lequel il compilait ses chroniques. Il y avait une phrase qui était super intéressante qui était « On peut rire de tout, mais on n'est pas obligé ». J'ai l'impression que ça correspond énormément à la tendance que vous prenez à Golden Moustache en ce moment, de construire des histoires qui n'étaient pas forcément sur l'humour. Ça, c'est venu d'où ça? C'est venu des auteurs? C'est venu de la direction? Est-ce qu'il y a un esprit Golden Moustache? Alors ça c'est la grande question. Alors pour reprendre les choses dans l'ordre de tes questions, le côté donc là c'est vrai qu'on fait beaucoup de sketchs un peu à tendance mélancolique qui sont plus forcément toujours très, enfin qui ont des aspects drôles mais dont c'est pas forcément le but principal. Alors ça vient pas de la direction parce que moi là j'ai tendance à dire faut pas qu'on oublie que aussi c'est cool d'être drôle. Juste drôle pour être drôle, disons. Et justement, en ce moment, j'ai plus tendance à dire, si on refaisait des sketchs et pas des courts-métrages... Après, c'est pas un style qui me déplaît. Je dis juste, soyons juste drôles pour le plaisir, un peu, quoi. C'est vraiment venu, c'est une tendance... En fait, je pense que c'est juste des auteurs qui ont vu quelques sketchs qui prenaient ce virage-là et qui se sont dit mais on peut aussi faire ça, et qui ont, mais c'est un effet de mode sans aucune notion péjorative là-dedans, mais juste on peut le faire comme avant, mettre des tongs c'était juste pour les beaufs, et puis il y a des gens beaux qui ont mis des Havaianas, on dit on peut mettre des tongs, et tout le monde a mis des tongs. Et c'est la même chose, on peut faire des trucs un peu tristes sur Golden Moustache, faisons-le, quoi. Le genre de truc que t'as envie de faire mais t'oses pas parce que t'as l'impression que t'as pas le droit, quoi. Donc je pense que ça va se délayer un peu et qu'on va revenir à un équilibre un peu plus... Là en ce moment on fait beaucoup ça. Et je vais essayer de faire en sorte que ça s'équilibre un peu mieux. Et ta deuxième question était est-ce qu'il y a un esprit Golden Moustache par rapport à ça, justement? Alors comme il y a un esprit Canal, par exemple. Mais alors, est-ce qu'il y a un esprit Canal? Qu'est-ce que l'esprit Canal? En fait, je sais pas, l'esprit Golden Moustache. Le truc, c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est difficile à cerner, mais je pense que la volonté de Golden Moustache, c'est en tout cas, c'est mon but, et c'est généralement, enfin, c'est aussi à l'époque où on m'a fait venir, j'ai l'impression que c'était ça, c'était de pas forcément faire les blagues que les gens ont envie d'entendre, mais expérimenter, enfin tester des trucs différents, quoi. Tu vois, pas faire des blagues sur les noirs qui vont au KFC, même si ça cartonne, parce que on n'a pas forcément... Chris Rock les a déjà toutes faites. Ouais. Et puis qu'il y a d'autres gens qui les font encore, et voilà, mais c'est juste... En fait, pour moi, il y a deux façons de faire rire les gens. Il y a leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, ou les surprendre avec quelque chose auquel ils s'attendaient pas. Et pour moi, la deuxième version est beaucoup mieux que la première, quoi. C'est-à-dire que tu prends pas de risque, ou alors t'en prends au risque de faire un bide. Et c'est pour ça que moi, je me réjouis, entre guillemets, des risques, des bides qu'on fait, parce que c'est la preuve qu'on prend des risques, en fait. Vous en encaissez beaucoup des bides, parce que ça se voit pas beaucoup sur Internet, forcément. Les stats sont pulvérisées. Enfin, vous avez au moins 6 chiffres au compteur pour chaque vidéo. Comment vous mesurez un bide? C'est vrai que les bids, c'est surtout dans c'est au nombre de likes, ce genre de truc. Enfin, et puis surtout également, dans une certaine mesure, la teneur des commentaires. Quand vraiment 4 commentaires sur 5, c'est quelqu'un qui dit c'est nul, etc. Tu dis
enfin, je veux dire, au niveau du public, c'est un bide, quoi. Bah, un bide, ça reste pas agréable, c'est pas bien, surtout pour la personne qui a fait le sketch, quoi. Voilà. Et c'est comme le sketch de Thomas VDB dont je parlais, Blind Gone Wild. Il y a eu un nombre de pouces vers le bas, pouces rouges, qui a été énorme. Les gens, ça m'a un peu emmerdé. C'est-à-dire que les gens nous ont prêté des intentions qui vraiment étaient pas les nôtres du tout. C'est-à-dire que c'était un sketch, en gros, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était basé sur un type qui commente des films porno pour les non-voyants, mais le type est un gamin attardé, et du coup, lui, il commente juste le fait qu'il trouve ça trop bien d'être sur un tournage de film porno, quoi, en gros. Et c'est joué par Thomas VDB qui me fait mourir de rire, et du coup, je trouve ça drôle, quoi. Et il y a plein de gens qui ont dit, ah ouais, vous faites dans le racoleur, vous mettez des trucs porno. Le sketch a d'ailleurs été interdit aux moins de 18 ans, ce que je trouve moins incroyable, mais comme je disais, c'est au moins la preuve qu'on a pris un risque. Et bon, ça fonctionne ou pas, là, bah, les gens ont pas tellement suivi, et comme je disais, en grande partie parce qu'ils nous ont prêté ces intentions, et ça m'emmerde, quoi. Les gens disent, ah, vous faites du racolage, alors que pour moi, être racoleur, c'est justement faire les blagues que les gens ont envie d'entendre. Ça, c'est être racoleur. Je me dirais jamais, on va mettre des meufs à poil en arrière-plan. Ça me viendrait même pas à l'esprit, en fait. Pour moi, être racoleur, c'est dire, bah, on va faire un sketch sur Nabila qui a poignardé son mec. Ça, c'est racoleur. C'est la facilité de l'idée, en fait. Voilà. Donc les gens, se sont un peu braqués, se sont un peu sentis investis d'une mission morale de protéger les yeux les plus chastes et tout. Enfin, c'était assez étrange, quoi. Et du coup, bah, ça a pas trop marché, quoi. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tous les auteurs de Golden Moustache ont en commun? Pourquoi est-ce que vous êtes une équipe qui apparemment a l'air soudée? Qu'est-ce qui fait que, avec toutes vos individualités respectives, ça marche entre vous? À part le fait que vous vivez sous un arc-en-ciel et que la magie de l'amitié opère son charme. Voilà, mais il y a ça. Mais non, qu'est-ce qu'on a en commun? Pardon, oui. C'est une bonne question, je saurais pas répondre, j'avoue. En fait, le truc, je sais pas si c'est justement, bah, j'imagine il y a la volonté de faire rire, voilà, qui est plus ou moins, comment dire, maladive selon les profils. Enfin, qui est plus ou moins une obsession, je vais dire. Mais elle est toujours présente chez tout le monde. Et après, il y a aussi le fait que, effectivement, je pense que c'est plutôt dans l'autre sens, c'est on passe beaucoup de temps ensemble. Et finalement, la cohésion, elle se crée comme ça, et les gens se déteignent les uns sur les autres, et le groupe, il se crée comme ça, quoi. Il y a un état d'esprit de, on fait rire, on a envie de faire rire, on a envie de se faire rire entre nous aussi, et du coup, ouais, je dirais que c'est ça. Tout ça est une grande digression pour, du coup, finir par savoir combien de temps ça met de faire un sketch au total? Bah, ça dépend, vraiment. Okay. Ça dépend vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des sketchs, des fois, la V1, la première version, pardon. Ça y est, je suis le connard qui parle en jargon, qui se reprend après. Bon, ça y est, c'est fait. T'as changé. La première version, des fois, elle est quasiment... Enfin, c'est bon, quoi, tu vois. Et bon, bah, tu changes une phrase et c'est bon. Et des fois, j'ai même pas besoin de me dire on le relit la semaine prochaine, quoi. Je dis bon, bah, tu changes ça et puis c'est bon. Je dis déjà à la prod que c'est parti, et voilà. Et puis il y a des sketchs qui mettent beaucoup plus de temps, beaucoup plus de retours, parce que ça fonctionne toujours pas, parce que le fait de changer un truc va faire perdre autre chose, etc. Et des fois ça prend très longtemps, des fois même ça n'aboutit jamais. Il y a des sketchs qu'on n'a jamais fait. Alors c'est jamais des trucs qu'on met définitivement à la poubelle, mais il y a des sketchs bosser, et c'est toujours pas satisfaisant, quoi. D'accord. Vous, tous les auteurs, j'ai l'impression, viennent de projets distincts, c'est-à-dire que c'est pas des types qui arrivent de rien. Pour la plupart, ils ont tous fait des trucs avant. Toi, je sais que par exemple, avant, tu dessinais. Oui. Tu as fait du dessin. Pour l'anecdote, je sais de sources sûres que tu as notamment illustré un poster pour un Christmas Mysterious Gift de Reddit. Ouais, le Secret Santa. Secret Santa, ouais. De Reddit, ouais. Parce qu'à l'époque où tu étais AK. Voilà.
un pseudo que j'utilise plus, sauf pour signer les dessins, mais notamment en dédicace, par exemple. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment juste purement esthétique. J'aime bien le A et le K, comment Oui, c'est pourquoi ça vient d'où? Parce que le A, c'est pour Adrien ou pas du tout? Pas du tout. En fait, ça vient de. Alors, on va remonter aux origines. Donc, quand j'ai commencé à aller sur Internet, j'étais démo maker. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. La démo scène et tout ça. En fait, c'est. Est-ce que tu jouais sur Atari, Amiga et tout ça il y a longtemps? Attends. Oui, à fond. Est-ce que les démos, c'est pas des... parce que là, du coup, j'y repense. Est-ce que c'était pas ces séquences, ces espèces de démos techniques vidéo ou dans lesquelles il n'y avait pas d'interaction, c'était juste avec des éléments super psychédéliques qui allaient dans tous les sens et qui a notamment fait les choux gras du rétro gaming quand l'émulation est arrivée, où il y avait des démos sur tout. Et c'est ce qu'on voyait notamment quand, vilain que nous étions, nous installions des logiciels craqués. Voilà. Bah, c'est là où je voulais en venir, c'est que si vous avez craqué un jeu à l'époque Atari ou Amiga, généralement le groupe qui avait craqué le jeu ajoutait un écran avant enfin c'était le launcher du jeu quoi, avec écrit ce jeu vous est amené par la tel team groupe machin, et il y avait une petite animation qui était programmée, c'était pas du dessin animé, c'était un truc programmé, et ça c'était les intros ça s'appelait, qui sont devenus ensuite des objets artistiques à part entière qui sont appelés les démos. Et c'est-à-dire, en gros, une démo, c'est un fichier exécutable, un .exe, tu le lances, et il y a de la musique, il y a des dessins, il y a des effets visuels qui sont en temps réel, qui sont juste en programmation. Donc c'est pas de l'animation traditionnelle. Voilà, c'est pas de l'image par image, c'est du temps réel, et c'est vraiment la machine qui calcule et qui produit les visuels en temps réel. Et donc les démo makers, c'est les gens qui faisaient ce truc-là. Je me rappelle de ce truc-là juste parce que à une époque, j'avais connu une déception atroce. J'avais téléchargé j'avais une petite console qui s'appelait une GP32 et que j'ai toujours, et j'avais cherché des démos pour GP32, des démos de jeux. Et j'avais trouvé, il y avait plein de démos partout. Et donc en 2003, et en fait, je me rappelle en avoir téléchargé une vingtaine pour partir en vacances. J'ai pris que ça. Ouais. Donc j'avais pris pas de jeu, je crois, pour une semaine de vacances. Que des démos. Je me dis bon, 20 démos, il y a rien. Et là, c'était que des séquences animées sans jeu, quoi. Ouais. J'ai dû lire pendant une semaine. C'était horrible. Donc là, j'ai découvert la scène de démo making là-dessus et je vous ai tous maudits. Et donc toi, tu as fait partie de ce... Voilà. Alors moi, après, j'étais pas ultra actif dans ce truc. J'ai participé à quelques démos, voilà. Mais bon, j'avais un groupe de démo makers, etc. Mais c'est surtout... Donc j'allais aux démo parties qui étaient les rassemblements comme les LAN parties, sauf qu'au lieu de jouer, c'est pour faire des démos et échanger des vidéos porno pour certains. Il y a un disque dur qui doit avoir chauffé. Hein. Et pas que les disques durs. Hein voilà le genre d'humour que j'essaye d'insuffler à Golden Moustache. La créativité, l'innovation, la richesse. Voilà. Exactement. Non, et donc moi en tout cas j'étais vachement ancré dans cette scène-là, c'est-à-dire que je passais mes journées en fait sur IRC, donc c'est un truc de dialogue. C'est l'ancêtre d'MSN. Voilà, mais c'était des salons de discussion quoi, donc il y avait plein de gens, et donc moi j'étais sur les salons de Demo Maker, on discutait, machin. C'est un truc très archaïque en texte pur et tout ça. Et donc du coup, il a fallu que je me trouve un pseudo, et j'avais choisi le pseudo Alex Kidd, qui vient de Alex Kidd in Miracle World, le jeu sur Master System, parce que j'étais petit châtain avec des grandes oreilles, et on m'avait comparé, on m'avait dit tu ressembles la cafetière qui se m'en marche. On m'avait dit tu ressembles à Alex Kidd, c'est le personnage de jeu vidéo et tout. Et en plus comme moi c'est un jeu qui avait un peu une valeur affective, parce que mon pote Florian, que je connais depuis le CM1, il était dans ma classe et il habitait juste à côté de l'école où on était. Et du coup, on allait souvent jouer chez lui. Il avait la Master System et on jouait à Alex Kidd et Miracle World. Et du coup, je me suis dit Alex Kidd, en plus c'est un héros, un personnage marrant et tout, pourquoi pas. Donc moi je m'appelais Alex Kidd. Et au bout d'un moment, ça me faisait chier d'avoir en fait un nom qui existait déjà. C'est comme si je m'appelais Inspecteur Derrick, c'est ridicule quoi. Donc j'ai dit de toute façon sur ERC tout le monde m'appelle AK,
parce que c'est plus rapide à écrire, bah, je vais m'appeler AK, voilà, juste des initiales. Comme ça, c'est très neutre, c'est très bien. Et puis, c'est logique. Tout le monde m'appelait déjà comme ça. Et du coup, AK, ça venait de là, quoi. C'était tu dessinais déjà à l'époque ou Alors, mes premiers pas dans la scène démo, j'étais ASCII artiste, c'est-à-dire les gens qui font des images uniquement avec des caractères, des lettres. Des lettres, ouais. Sur le bloc-notes. Voilà. Alors, c'était même ANSI artiste, parce qu'en ANSI, il y avait en plus de la couleur. C'est-à-dire que c'était du texte, mais en plus, tu avais des trucs de couleur, etc. Donc, je faisais des trucs immenses avec des signes dollars et des trucs et machin. Et puis ensuite, j'ai mon oncle qui m'a un jour prêté sa tablette graphique. Parce que moi, je dessinais depuis que je suis tout petit, en fait, mais c'était pas vraiment une passion, en fait. En tout cas, dans ma tête, c'était pas genre, ma passion, c'est le dessin. C'était genre, bah, je dessine parce que c'est un passe-temps comme un autre. Tu fais passer les cours de maths, quoi. Et en fait, je dessinais sans doute plus que la moyenne des gens, mais pour moi, c'était juste normal, quoi. Et il m'a prêté sa tablette graphique. Et du coup, j'ai pu allier le fait de dessiner et le fait de passer mes journées sur l'ordi, ce que je faisais déjà. Et du coup, j'ai découvert le dessin par ordinateur et ça m'a vraiment tout de suite plu. Et je pense que c'est aussi mon côté paresseux le CTRL-Z, ça change la vie. Et en plus, ça enlève une pression de dingue, quoi. Donc, mon anxiété, mon côté anxieux et mon côté paresseux, ils ont été super contents de découvrir ça. On est en quelle année, là? Je dirais 99, 2000, à peu près. D'accord. Et du coup, là, pour le coup, ça a relancé, je me suis dit, ah ouais, j'aime vraiment beaucoup dessiner. Et j'aime vraiment beaucoup faire des images et tout ça. Et du coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. J'étais en fac d'anglais à l'époque, parce que, en gros, je savais pas quoi faire d'autre. Et, en fait, je passais mes nuits et mes journées à dessiner, etc. Et j'ai abandonné ma fac d'anglais, j'ai fait des études d'art. Je sais plus où on est. Bah, c'est l'origine du pseudo AK, c'était ça. Et comment tu es venu à la BD? Et comment je suis venu à la BD, voilà. Donc et ensuite j'ai fait des études de multimédia. J'ai fait assistant réalisateur multimédia au Gobelin, puis une maîtrise sciences et techniques audiovisuelles et multimédia. Et en fait, à l'issue de mes études, je me suis dit, je continue à dessiner de mon côté, mais c'était pas du tout ça mes études en fait. C'était plus faire des sites internet, des trucs comme ça, qui étaient pas forcément ce que j'avais envie de faire, ce qui était même pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc du coup, je me suis dit, comme je commençais à avoir des illustrations qui plaisaient un peu aux gens et voilà, je me suis dit, je vais tenter d'être illustrateur à mon compte, quoi, indépendant. Et je me suis et je me suis donc mis à mon compte. Et vraiment, au moment où je fais les démarches, je suis contacté par TGV Magazine, c'est mes premiers clients, qui me disent ouais, on a vu votre site, est-ce que vous pouvez faire? Et en plus, c'était un boulot genre pas mal, quoi. C'était pas un truc de merde. Le boulot de merde par excellence, c'était pas payé, quoi. Et on dit non mais attendez, ça va vous faire de la pub, c'est super. Mon premier boulot, j'ai été payé et en plus plutôt pas mal payé, quoi. Et du coup, je fais des illustrations genre demi-page ou pleine page, je sais plus, là-dedans, en me disant personne lit ce truc, mais bon, c'est pas grave. Et les illustrations paraissent, et peu de temps après, j'ai un mail du directeur artistique de Nathan Jeunesse qui dit: j'étais dans le train, j'ai ouvert TGV Magazine, j'ai vu vos illustrations, je trouvais ça bien, est-ce que vous voulez illustrer des bouquins pour nous? Je suis allé voir Nathan, j'ai fait des illustrations pour Nathan. Donc voilà, comme client, deuxième client Nathan, cool, quoi. Donc j'ai vraiment eu du bol, quoi. Et après, ça s'est enchaîné parce que plus tu travailles, plus tu as voilà. Alors j'ai jamais cartonné en illustration. Enfin, j'ai toujours été en galère de thunes, voilà, quoi. Donc je vivotais financièrement. Et la BD, en fait, moi c'était ma hantise de faire de la BD. C'est-à-dire que je me disais, j'aime bien dessiner, par contre devoir dessiner le même personnage mais déjà juste dessiner un personnage qui a la même gueule 2 fois d'affilée, je me disais j'y arriverai jamais de ma vie en fait. C'était impossible pour moi. Je me disais il va avoir un nez carré et il sera triangulaire dans la case suivante parce que j'y arriverai jamais, quoi. Et donc du coup je faisais pas de BD. J'avais un blog à l'époque qui était un blog écrit et parfois je postais des illustrations dessus. Alors je sais plus en quelle année c'était, mais c'est le premier Festiblog, Festival des blogs BD. Donc moi j'étais copain avec Capucine, avec Libon, Boulet, Cake et tout ça. Et Q avait déjà aussi leur blog à l'époque. Eux ils avaient leur blog BD, eux ils faisaient de la BD. Et
Et en gros, Yannick Lejeune, l'organisateur du Festiblog, dit à Boulet, voilà, on va faire le Festiblog, tu serais le parrain, machin, etc. Et on voudrait faire une interview, etc. Et je me rappelle que Boulet nous avait contacté en disant ouais, c'était assez, enfin en tout cas dans ma tête, assez vague, c'est-à-dire oui, il y a l'organisateur du Festiblog qui veut nous interviewer, ça vous dit de venir avec moi, comme ça on parle de nos blogs et tout. Donc je dis ouais, ok, on y va, on est dans un café, il fait une interview, il enregistre, machin, etc. Et à la fin de l'interview, il fait bon bah je vous dirai du coup les dates pour vos séances de dédicaces. Et là, moi, je me liquéfie, je dis quoi, je vais faire des dédicaces, quoi. Enfin, moi, j'ai fait une interview parce que j'ai un pote qui m'a dit viens, mais j'avais pas compris qu'en gros, j'étais invité au Festiblog en fait. Ouais. Et j'étais invité au Festiblog en n'ayant pas fait de BD sur mon blog, quoi. Donc je me chie doublement dessus parce que je me dis non seulement je vais dédicacer parce que même encore aujourd'hui, c'est un peu une angoisse de dessiner devant des gens. Donc non seulement je vais dessiner devant des gens, mais en plus je suis l'arnaque du siècle parce que j'ai pas de BD sur mon blog. Donc qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Et donc paradoxalement, je me suis mis à la BD parce que j'avais été invité au Festiblog et je me suis dit je sais pas, c'était 3 mois après, je me suis dit au moins pendant 3 mois je vais faire de la BD parce qu'au moins il y aura de la BD sur mon blog au moment où je serai invité à un festival de blog BD, quoi. Ouais. Et je me suis mis à faire de la BD comme ça. Et je me suis dit finalement c'est pas si dur que ça de faire un personnage qui a la même tronche, machin, etc. Et je me suis dit puis finalement c'est cool de faire des blagues qui sont écrites et avec de la narration et tout ça. Et du coup c'est comme ça que je me suis mis à la BD et petit à petit en progressant j'ai commencé à faire de la BD genre professionnellement, quoi, c'est-à-dire juste des gens qui me payaient pour faire une planche ou des strips ou des trucs comme ça. Moi, ton blog, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était 2x1 par exemple. Ouais. Ça, j'avais trouvé ça super rigolo. Bah en fait, moi, ça fait peut-être 1 ou 2 ans maintenant, peut-être plus, que je bosse sur un bouquin de strip de BD en fait. Parce qu'en fait, pareil, j'ai découvert assez tard que je pouvais aussi faire des strips et c'était parce qu'en gros j'aimais bien dessiner, enfin, j'aimais bien faire rire les gens, mais dessiner, en fait, même encore maintenant, ça me fait chier de dessiner. J'aime bien écrire, mais le moment où il faut dessiner, même si je suis content du produit fini, c'est pas un plaisir pour moi, le dessin. Du coup, je me suis dit, j'aime faire rire les gens, et en fait, il y a un truc, ça s'appelle des strips, c'est-à-dire que je dessine beaucoup moins et au final les gens vont se marrer aussi. Donc je vais faire des strips, c'est cool. Donc j'ai fait des strips et après je me suis dit je vais faire des strips en 2 cases, qui est un truc un peu caduque en termes de narration parce que c'est genre généralement c'est même la plus simple des histoires elle est en 3 actes. Et du coup il y a ce côté vraiment caduque, bizarre qui me plaisait vachement de faire des gags en 2 cases. Du coup j'ai fait 2x1. Puis c'est une chute qui est immédiate, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas de, c'est poum poum. Voilà, mais c'est ça qui est drôle. C'est enfin c'est un type qui monte sur une échelle et il est tombé en fait. Et c'est tu vois c'est et du coup il y a un côté vraiment surprenant qui me plaisait, quoi. Et ça m'a vraiment mais du coup j'ai adoré faire des strips et en même temps je me suis dit comme le concept de mon site c'est de faire des strips en 2 cases, toutes les idées que j'avais qui étaient pas faisables en 2 cases, je pouvais rien en faire. Je me suis dit et j'ai vachement été aussi inspiré en termes de quelqu'un qui fait des trucs cool et j'aimerais bien faire des trucs comme ça. C'est Nicolas Gurevich qui fait Perry Bible Fellowship, je sais pas si tu connais. C'est pbfcomics.com l'adresse. Et c'est samedi matin. C'est que des strips, c'est toujours c'est malin, c'est vraiment génial. Le mec dessine dans plein de styles différents en plus. Enfin vraiment, il s'amuse. C'est pas le site avec un rideau de tous les côtés là? C'est ça. C'est ça, ouais. Et il y a juste une liste d'articles et t'as les rideaux rouges de côté. Donc voilà, c'est ça. Il a sorti donc lui, j'adorais son boulot. C'est marrant parce qu'en fait, quand je voulais trouver des idées de strips, je lisais ces strips non pas pour faire la même chose, mais pour simuler, parce qu'en fait c'est un métier solitaire, j'étais tout seul chez moi et ou dans la rue ou n'importe, et mais t'es tout seul, quoi. Et en fait pour simuler le côté t'es avec un pote qui te dit des blagues et du coup tu dis ah ouais mais sinon imagine et t'as dans une idée, je lisais parce que je me disais je vais lire ces trucs, au final je vais faire un truc qui a rien à voir,
mais ça va simuler le côté t'es avec quelqu'un et ce qu'il te raconte te donne d'autres idées. Et ça marchait quelquefois. Et notamment, et donc ce gars a sorti un bouquin tiré de son site, qui est un très beau livre. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien un livre comme ça. J'ai jamais fait de bouquin moi. Et je me suis dit, si je dois en faire un, j'aimerais bien que ce soit un truc comme ça, quoi. Et du coup, j'ai écrit là pas mal, j'en ai pas mal des strips en 2, 3, 4 cases. Bon, ils sont pas encore dessinés, tout ça. Donc ça, je sais pas si ça va exactement dans le sens de ta question, parce que c'est des trucs qui sont pas encore finis. Si, mais c'est un projet que t'as en ce moment. Mais c'est un projet, et du coup, je suis content de le dire publiquement, parce que comme ça me motive un peu plus à le finir. Et mais ma bonne résolution de la rentrée, c'était de me remettre à ce projet-là, quoi. Voilà. Et t'as réussi jusqu'ici? Non, pas du tout. Bah, c'est voilà. ça. Hein. Mais il y a le nouvel an qui arrive. Voilà. Une nouvelle résolution. Non, mais voilà. Je veux m'y remettre. Voilà. Ok, d'accord. C'est quoi un projet fou que t'aimerais conduire? Alors ça peut être à Golden Moustache, parce que du coup tu commences à toucher un peu à tout. Tu fais de la peinture aussi? Non, après pour moi l'illustration telle que je la faisais, c'était de la peinture numérique. Oui, c'est vrai, remarque, c'est con comme blague que je viens de faire. Non, c'est ah, c'était une blague, pardon. Je sais, j'aurais dit peinture, j'aurais dire tu fais de la médecine aussi ou des trucs comme ça, tu vois, c'était ouais, pardon. Je sais pas ce que tu veux dire, ouais. Dans le sens où mais tout en fait ce que tu fais, c'est une façon de raconter des histoires finalement avec un côté humoristique. Oui. Moi, c'est vraiment moi, je parlais tout à l'heure, je disais, les auteurs, ils ont tous en commun de vouloir faire rire les gens à des degrés d'obsession différents. Moi, je pense que c'est vraiment un truc, c'est mon éducation et mes traumatismes d'enfance qui ont fait ça, qui ont créé cette personnalité-là, mais c'est vraiment une obsession en fait de vouloir être drôle tout le temps, sauf apparemment pendant ce podcast où je suis pas du tout marrant, mais je suis très sérieux. On mettra je vais péter à la fin, je vais péter dans le micro, ça va être super drôle. Enfin après je dis pas ça comme un reproche, moi j'adore parler sérieusement de trucs marrants. Donc de tout, mais on n'est pas obligé. Ouais, voilà. C'est ça oui, puis on n'est pas obligé. En plus, ça fait un peu conseil de merdeux, mais enfin c'est pas un conseil, mais en tout cas, j'ai pour moi le moment où j'ai commencé à être vraiment drôle. C'est pas comme si j'étais un humoriste de l'année, mais où je me suis senti vraiment drôle en tout cas, c'est quand j'ai arrêté de vouloir être drôle tout le temps en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en fait la base de l'humour c'est le rythme. C'est-à-dire tu dis ton mot une demi-seconde trop tard et ta blague donc le rythme est hyper important. Mais en fait tout au long de ta vie, c'est valable. Et en fait, si tu veux être drôle tout le temps, il y a pas de rythme. Il y a juste une vitesse constante quoi. Ouais. Et du coup, les gens les plus drôles, c'est ceux qui s'autorisent à plus l'être de temps en temps. Et après, ils font une blague, ils sont plus drôles. Et en fait, et après, le rythme, ça peut être, tu fais une blague tous les 6 mois, si c'est ça ton truc. Ça peut être une blague toutes les 5 minutes, mais les 4 minutes où tu fais pas de blague, c'est comme ça que tu crées un rythme. Et donc, digression totale, je sais plus ce qu'on disait. Non, mais c'est vachement intéressant et on peut rester dessus encore un petit peu. Parce qu'il y a eu une interview de Woody Allen il y a pas longtemps qui est tombée où il expliquait qu'en fait, lui, il s'est senti drôle à partir du moment où il arrivait à faire rire son psy. Et en fait, c'est tellement la phrase Woody Allen par excellence. Mais ça définit bien le truc que, à la base, c'est pas forcément un contexte où il est là pour déconner ou genre, c'est pour ça, j'ai l'impression que la phrase, vas-y, tu fais de la comédie, vas-y, sors-moi une blague. Mais c'est horrible. C'est horrible, ouais. C'est comme, moi j'ai fait de la géographie, comme quand on me dit, t'as fait de la géographie, alors c'est quoi la population de la Mongolie en 1974? Mais on s'en bat les couilles, c'est pas la question. Et c'est ça, le jeu de nuances. Et c'est quoi, du coup? Compte. Je l'avais. C'est 16. C'était 16, la réponse. Voilà. Moi, j'ai eu 2 sur 20 au bac en géographie, en histoire géo. Et après, j'ai passé le rattrapage et j'ai eu 3 sur 20. Voilà. C'était ma petite, C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Une exclue. Cool. Voilà. Toujours essayer que c'est vrai que, la question du rythme, du timing et on n'est pas obligé d'être tout le temps marrant. Voilà. Mais même, c'est mieux, en fait. Déjà, on n'est pas obligé parce que dès que tu fais quelque chose en te sentant obligé, tu fais mal. Et en fait, ce sentiment d'obligation, il peut venir de toi. Et ça arrive souvent. Il y a plein de gens, en fait,
ils te mettent mal à l'aise. En fait, tu te dis, en fait, c'est parce qu'il essaie de me faire rire tout le temps. Et des fois, il est drôle, mais des fois, les moments où il se force, il me met mal à l'aise plus qu'autre chose, quoi. Et du coup, le moment où je me suis dit, en fait, je suis pas obligé d'être drôle tout le temps. Et c'est là où j'ai commencé à me sentir plus drôle, tu vois, vraiment plus, disons, auteur, quoi, disons. Et juste mec marrant, de manière générale, quoi. Et il y a aussi la terreur de tomber à côté à force de vouloir être drôle tout le temps, à force de chercher la blague. Ça, c'est un truc. Alors, je sais pas si tu l'observes sur Internet. J'ai l'impression qu'il y a notamment sur Twitter ce concours de réagir, celui qui aura la meilleure vanne tout le temps sur n'importe quel sujet de façon absolument entièrement uniforme. Oui, on l'a vu dernièrement. L'exemple, c'est Nabila, voilà. Mais en fait, c'est un peu ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quoi. Soit tu dis aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, soit. Et donc en fait, le fait de coller à l'actualité, tu peux te permettre de faire une blague qui est pas drôle. C'est juste que c'est un truc qui est tellement dans l'air du temps, dans l'esprit des gens, ils disent putain, ils vont dire des trucs là-dessus. Et ça arrive dans leurs yeux, ils font ils rigolent parce qu'en fait ils sont dans une attente presque fébrile de trucs. Et du coup c'est presque un réflexe de rire, mais c'est pas un rire qui a beaucoup de valeur en fait. C'est un rire comme un rire Pavlov, quoi. On t'a tapé sur le genou et ta jambe elle a bougé, quoi. Mais moi ça m'intéresse pas, quoi. Je m'en fous. Si j'ai une blague que je trouve super drôle sur un sujet d'actualité, que je trouve moi super drôle, qui me plaît en tout cas, je la fais, je m'interdis pas, mais il y a un côté triste en fait à cette course à coller, je sais pas, coller à l'actualité. Et ça c'est marrant parce que il y a aussi, tu vois, dans les créateurs de vidéos humoristiques, les Funny or Die, College Humor, donc outre-Atlantique, il y a une connexion à l'actualité et au thème, et une réactivité que en France, vous à Golden Moustache, mais pas plus qu'à Studio Bagel, qui n'existe pas encore. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez écarté volontairement, ou est-ce que c'est un truc vers lequel vous allez tendre, ou pas du tout, vous n'y avez pas pensé? Alors, moi je pense que moi j'aimerais vraiment qu'on puisse faire ça. Là le problème c'est que pour l'instant le temps de développement moyen d'un sketch fait que, tu vois, on a une réunion hebdomadaire, donc il se passe au moins une semaine, tu vois, il peut se passer une semaine entre un événement et la possibilité de commencer à écrire dessus, quoi. Ce qui est beaucoup trop tard déjà. En plus, il y a tout le temps de mettre en place un tournage, etc. Donc c'est foutu. On peut pas être aussi réactif, nous, pour l'instant, dans notre fonctionnement actuel. On va peut-être commencer à pouvoir. Et c'est ça qui est cool, par exemple, c'est que nous, on a lancé le Lab cette année, qui est un truc qui est pas encore très clair dans la tête des gens et même pas très clair dans la tête des auteurs, mais qui est en principe, l'idée c'est vraiment, comme son nom l'indique, lab, c'est-à-dire un truc d'expérimentation. Je digresse, mais je reviendrai sur le sujet après. Truc d'expérimentation, c'est-à-dire aussi bien on expérimente, on fait on teste des auteurs qui viennent d'arriver. On dit voyons voir ce qui se passe quand on le met dans la salle d'auteur, dans le bain, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'est aussi l'occasion, même si c'est pas encore trop le cas, d'auteurs qui sont déjà là depuis un moment, mais qui, s'ils veulent tester une blague en se disant, s'il y a une chance sur deux les prises de risque dont je parlais tout à l'heure, j'ai vraiment une chance sur deux de me faire défoncer comme de faire un truc super, et faisons ça sur le Lab, parce que en plus c'est un truc, c'est des vidéos qui sont postées sur le site et pas sur YouTube. YouTube qui a la réputation, mais c'est un fait, qui est le truc le plus violent en termes de commentaires. C'est vrai. De manière générale, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, je manque pas de respect au public, parce que je parle même pas pour Golden Moustache, mais sur Internet en général, les commentaires YouTube, c'est la fange. Enfin, il y a vraiment les pires gens, quoi. C'est-à-dire que tous les plus gros racistes, sexistes de la terre arrivent avec leur pseudo et ils vont sur le site qui génère le plus de trafic au monde et ils balancent leurs idées là-dessus et donc YouTube de fait c'est l'endroit où tu peux plus facilement te faire défoncer. Donc on a dit aussi bien pour protéger les nouveaux auteurs que pour protéger les gens qui veulent tester des idées dont ils sont pas sûrs à 100%, on les met pas sur YouTube, on les met sur le site uniquement. Et en plus la particularité c'est qu'on fait ça avec très peu d'argent, ces vidéos-là. C'est des budgets vraiment limités par rapport aux autres vidéos.
Et du coup, on commence à développer des moyens de production qui vont peut-être nous permettre de faire des trucs plus rapidement, parce que du coup, on a acheté ce qu'on n'avait pas avant bêtement, mais on n'avait pas de matériel à nous. On n'avait pas de caméra, on n'avait rien, quoi. On louait à chaque fois. Là, on a du matos, donc on peut déjà commencer à dire je vais me filmer dans la rue, je fais une vidéo. Donc on peut déjà faire ça, sauf qu'on n'a pas mis en place pour l'instant En fait, si on voulait rebondir sur l'actu, il faudrait presque qu'on fasse une petite réunion d'1 heure tous les jours, en disant là, il y a eu tel sujet, est-ce qu'on pourrait faire un truc, quelqu'un qui a une idée, écoute, fais-le cet après-midi, on le monte demain et ça sort demain soir, quoi. Là, on peut pas, on n'a pas mis de trucs comme ça en place, mais j'aimerais vraiment bien qu'on fasse ça parce que, par exemple, il y a Funny or Die qui a fait une parodie on en parlait, la parodie de la femme qui marche 10 heures dans New York et qui pour donner une visibilité le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue. Et ils ont fait une parodie qui appuyait le propos, ce qui était très bien. Ils l'ont fait d'une façon très maligne, très intelligente et drôle. Et c'est le rêve de faire ça, quoi. C'est-à-dire que la parodie, c'est un mec en fait qui se balade dans les rues de New York comme la fille le faisait, et la fille dans la vidéo originale se fait siffler par des mecs, se fait alpaguer, par des mecs qui savent pas draguer clairement. Voilà. Et le mec lui se balade dans les rues et il se fait offrir des jobs, des cafés, des sandwichs, un mec tu veux faire un foot et tout. Donc pour montrer, c'est un excès pour montrer que c'est plus être un mec systématiquement dans le sens où dans l'espace public urbain, être un mec parfois, généralement, c'est plus facile qu'être une fille parce qu'on n'a pas. Même si en fait, il y avait plein de propos différents. C'était un peu genre un taquet aux mecs qui disent pour nous aussi, tu vois, le white mansplaining. Oui, mais pour nous aussi c'est facile. Et c'est une façon. Il t'arrive quoi quand tu te balades dans la rue et on te propose un job. Tu vois, c'était et en même temps, c'était non, en fait, c'était la même chose. non, j'ai résumé. En fait, c'est comme j'ai condensé en 2 trucs ce que je voulais dire. Il y a plus qu'un exemple. Toutes les situations aussi qui sont représentées dans cette parodie, on va la mettre dans les commentaires, donc on va pas trop spoiler. Mais en fait, ce que je veux dire, c'était que c'était à la fois un commentaire sur le racisme, parce que c'était un truc sur l'homme blanc, en fait. Donc c'était à la fois sur les gens qui disent oui, mais des fois c'est du sexisme inversé, et tu dis non, ta gueule. Et pareil, les gens qui disent oui, mais c'est du racisme inversé, tu fais non, parce qu'il y a une oppression qui va dans un sens, et dans les 2 cas, ce truc-là se retrouve. Donc, ils ont fait 2 en 1. Et surtout, ce que cette vidéo illustre vraiment bien, c'est que la plupart des gens qui disent non, mais il y a du racisme inversé ou il y a du sexisme inversé, c'est qu'en gros, ils se sont fait soit mettre un râteau, soit effectivement, il y a un type qui est pas de leur famille continentale qui a fait hey connard dans la rue, quoi. Qui sont des problèmes individuels. Mais à l'échelle systémique, c'est-à-dire à l'échelle de chercher un boulot, à l'échelle de faire du sport, accéder à des services de soins, etc. Tu as cette chose qui fait que effectivement, bizarrement, être un mec blanc aux States, c'est un peu plus facile qu'être une femme noire avec 4 gamins, quoi. Voilà. Mais ce qui est chouette, c'est que là aussi, c'était une forme d'humour qui était intelligente et bien menée. C'est-à-dire qu'à tomber dans la parodie, ce qu'on disait, si on cherche la parodie immédiate, t'as un risque de. C'est pour ça que tu regardes John Oliver ou pas? J'adore. Le Late Night Show. Moi, Last Week Tonight, pardon. Last Week Tonight. Moi, je rêverais de faire ça, en fait. Faire un truc comme ça. En fait, pour moi, Last Week Tonight, c'est une version, c'est ce que serait le petit journal si c'était bien, en fait, quoi. C'est-à-dire que un vrai fond, une vraie implication, et on se contente pas de mettre bout à bout le moment où un politicien a dit dans son discours, et on dit regardez, et c'est marrant, il est con, il a dit et c'est trop bien, quoi. C'est parfait, quoi. Cette émission, moi, j'adore. Le mec, il est drôle, c'est intelligent, il y a des vraies investigations, des sujets, jamais en rêve, jamais j'aurais pensé on pourrait m'intéresser à même moi, je suis un crétin, je lis très peu, non seulement je lis très peu, mais en plus faut me maintenir mon attention en permanence. Je suis un gamin, quoi. Si au bout d'un moment je lis un truc et puis ça devient j'arrête, quoi. Je m'ennuie vite, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est le même problème ici. Voilà. Et là, c'est parfait, en fait. J'étais subjugué par la façon dont il arrivait à intéresser un blaireau comme moi, en fait, quoi. Et je me dis, putain, il a réussi à faire ça, quoi. Et ouais, non, j'ai peut-être encore digressé, mais ouais, John Oliver, j'adore ça. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a particulièrement marqué, où tu t'es dit, waouh,
c'est dingue, aussi bien parce que j'ai réussi à m'intéresser à ça pendant 20 minutes, parce que ce sont des sujets très longs. C'est ça la particularité. C'est très long, et puis en plus... Ça dure 20 minutes enfin, les gros sujets chaque semaine durent 20 minutes, et puis après il y a des petites pastilles qui sont... Quelle histoire t'as marqué, toi? Alors, qu'est-ce qu'il y a En court ou en long, hein? En court ou en long qu'est-ce qu'il a fait comme sujet déjà Il a fait un truc sur les prêts, là... Par exemple, les prêts étudiants. C'est pas les prêts étudiants. Les crédits revolving, alors. Je sais plus, mais c'est en gros, c'est des boîtes qui fait des prêts, mais en gros, c'est un cercle vicieux atroce qui fait qu'en gros, des collectifs ils exploitent la musique. Je crois. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est Debt non. Bon bref. On le mettra dans les commentaires. Mais finalement, c'est un truc. Bon après, je pense pas que ce soit l'exemple le plus parlant parce que ça, c'est un truc qui déjà. Enfin, on est presque dans du Michael Moore en fait là-dedans, et c'était déjà un truc qui m'intéressait. Enfin, déjà Michael Moore arrivait à m'intéresser, même si, enfin, j'ai pas adoré tout ce qu'il a fait, mais déjà il m'intéressait à ces sujets-là. Donc c'est pas le truc que je me suis dit, waouh, je suis capable de m'intéresser. Il est capable de m'intéresser. Ouais. Mais par exemple, c'est pas le truc le plus sexy, et en plus c'est triste et horrible. Et il a juste le dosage d'humour. Qui fait que tu refais tomber la pression et il te met un petit coup de genre reste attentif, on est marrant quand même. Et après j'ai plus d'exemples d'autres sujets là parce que ce qui m'a vraiment épaté, c'est le State Legislature. Ouais. C'est avec où il explique qu'en fait la loi aux États-Unis se fait à l'échelle avant tout locale ou régionale, je ne sais pas comment on dit. Par des parlements et des élections qui n'intéressent absolument personne, alors que ce sont eux qui font les lois et que ce sont eux qui sont extrêmement sensibles au lobby et qui du coup posent des questions de gouvernance qui sont phénoménales, quoi. C'est-à-dire que que le public, que les citoyens américains s'en battent les couilles de cet échelon-là de politique fait que ça laisse une brèche à des gens qui ont des intérêts privés. Ouais. Et tout ça a été expliqué avec une limpidité qui est quand même spectaculaire. Et c'est drôle. Quoi. C'est drôle, c'est clair, c'est trop bien. Moi, je rêverais de faire un truc comme ça, quoi. Enfin, d'en avoir les compétences et de pouvoir faire ça, j'adorerais. Adrien Méniel est donc sur Golden Moustache. Je vous invite fortement à le suivre sur Twitter si ça n'est pas déjà fait et à aller voir son ancien blog 2x1. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, tous les liens, bien sûr, sont dans les commentaires sur l'original.net. C'était le dernier Qui sont ces gens pour 2014. Un grand merci à tous ceux qui sont passés et vous, bien sûr, qui avez rejoint l'aventure. C'est tellement nul comme expression, rejoindre l'aventure. Merci à tous. On se rencarde à Noël pour le podcast spécial de Noël. D'ici là, passez une excellente fin d'année. Bonne fête chez vous. Gros bisous. À bientôt. Ciao.